À rendre hommage aux victimes des violences post-électorales. Au Mali, adoption de nouveau code électoral. Le texte porte la caution des candidats à la présidentielle à 25 millions de francs CFA. Vers une sortie de crise en Guinée-Bissau, les acteurs de la crise se sont entendus sur une proposition des médiateurs ouest-africains. Dimanche 11 septembre 2016, mesdames, messieurs, bienvenue. Crise post-électorale au Gabon. Des centaines de partisans de Jean Ping ont fait une marche blanche ce samedi. C'était en hommage aux victimes de la crise qui a suivi la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Images et son. Une manifestation pacifique en hommage aux victimes tombées lors des violences post-électorales gabonaises. Vêtus de blanc, ils sont près de milliers de partisans de l'opposant Jean Ping à prendre part à cette marche à Libreville. On n'a pas eu peur, nos intentions ne sont pas mauvaises. C'est pour rendre hommage à tout ce sang qui a coulé au nom de la liberté. Nous le faisons au nom de la liberté, au nom de la libération de notre pays, de notre nation. C'est un rassemblement très important pour nous, parce que c'était pour rendre hommage à ceux qui sont tombés sous les balles. Qu'ils sachent que nous, leurs parents qui sommes restés ici, nous ne les oublions pas. Au nombre des participants de la manifestation, Jean Ping, principal rival du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle, venu également honorer les victimes. L'opposant était accompagné d'autres anciens caciques du pouvoir, désormais ralliés à l'opposition et qui ont soutenu sa candidature, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale Guine Zoubandama et l'ex-premier ministre Casimir Oyemba. Élections législatives aux Seychelles, les électeurs ont voté ce samedi pour désigner leurs députés. L'opposition a réussi à confirmer le bon résultat obtenu lors de l'élection présidentielle de décembre 2015. Les détails dans ce reportage. Sur les 115 îles constituant les Seychelles, quelques 110 000 électeurs étaient appelés à renouveler l'Assemblée nationale qui constitue le Parlement unicaméral. Le scrutin qui s'est tenu sur 3 jours s'est déroulé sans incident. La commission électorale a publié les résultats officiels dans la nuit de samedi à ce dimanche. La coalition d'opposition a remporté les élections législatives aux Seychelles. C'est une première depuis le retour du multipartisme en 1993. Mais même avant l'annonce des résultats, le président a appelé au calme. Bon, premièrement, on demande tout. J'appelle tous les partis politiques à respecter le résultat. Souvenez-vous que le choix du peuple est suprême. Respectez et acceptez le résultat dans le calme. Et que ceux qui souhaitent faire la fête le fassent en paix. L'Assemblée nationale est composée d'un maximum de 35 députés, dont 25 élus directement. Les 10 autres sièges sont attribués à chaque parti en fonction de sa représentation proportionnelle. La coalition de l'opposition a obtenu 15 sièges de députés. Le LEPEP, ex-parti unique au pouvoir depuis 1977, s'est adjugé les 10 autres sièges à pourvoir. Les députés maliens ont voté un nouveau code électoral. Le texte porte la caution exigée des candidats pour participer au scrutin présidentiel à 25 millions de francs CFA, soit 2,5 fois le montant initial. Il autorise également l'organisation d'élections locales décalées. Il stipule par ailleurs qu'aucun sexe ne doit dépasser 70% des candidatures aux élections. Parmi les députés présents lors du vote, 78 ont voté pour et 28 contre. Le projet de loi a été adopté vendredi dernier. On reste au Mali où la population à 77% affirmait son adhésion il y a 3 ans au programme de société du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis son arrivée à Koulouba, quelles actions ont été menées pour le progrès du pays? À cette question, l'ensemble des partis politiques de l'opposition vous répondra aucune. Reportage. 3 ans après son arrivée à la tête du Mali, le régime Ibrahim Boubacar Keïta annonce des avancées. La plus grande avancée, à notre avis et aux yeux du président de la République, c'est le fait que depuis la signature de l'accord, aucune des partis qui se réclamaient avant, séparatistes, fédéralistes ou indépendantistes, aujourd'hui ne réclament
la séparation. Ils sont tous inscrits depuis la signature de l'accord dans l'intégrité territoriale du Mali, dans l'unicité du Mali. L'homme hérite en 2013 d'un pays secoué par une crise sécuritaire déclenchée dans les régions du Nord en 2012. Il faut cependant reconnaître que des turbulences auront également marqué les 3 ans d'exercice du pouvoir Ibeka, notamment l'insécurité accentuée dans les régions du Nord, engendrant la mort de plusieurs dizaines de soldats des forces armées maliennes. L'opposition, après des marches de contestation et de nombreuses conférences de presse à travers le pays, dresse un bilan sombre. 3 ans qui se ressemblent en déconfiture, si ce n'est en concurrence dans le pire. 3 ans où des scandales succèdent à des scandales. 3 ans de mauvaises décisions, 3 ans de mauvaises nominations, 3 ans de tâtonnement, 3 ans de manque de vision et de fuite en avant. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, élu à 77% des suffrages exprimés lors des élections présidentielles de 2013, avait pour mission essentielle la réunification du territoire malien menacé de séparation par les groupes armés. En 36 mois d'exercice, l'homme a-t-il atteint cet objectif? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accord de paix signé en mai 2015, censé recoudre le tissu social fragilisé, suit son cours en dépit des difficultés que rencontre son application. Proposition de sortie de crise en Guinée-Bissau. Les acteurs de cette crise qui secoue le pays depuis plus d'1 an ont accepté hier samedi une proposition en 6 points. Proposition soumise par des dirigeants ouest-africains en visite de médiation dans le pays. Les précisions. Médiation en Guinée-Bissau pour une sortie de crise. La CEDEAO s'est entretenue samedi avec le président bissau-guinéen José Mario Vaz ainsi qu'avec les membres de son gouvernement. La délégation ouest-africaine a soumis un projet de plan de sortie de crise à laquelle tous ont adhéré. Table ronde pour un dialogue inclusif, formation d'un gouvernement consensuel inclusif pour travailler sur la relance du développement et les réformes institutionnelles. Telles sont les grandes lignes de ce projet. Aucune date n'a été fixée pour la tenue de la réunion inclusive et la mise en place de la nouvelle équipe ministérielle. Aussi, les protagonistes ont-ils accepté la révision de la Constitution, des lois électorales, des lois régissant les partis politiques, la mise en place d'un mécanisme de suivi du processus ainsi que l'exécution de projets de réforme des forces de défense et de sécurité. Soulignons que la Guinée-Bissau traverse des troubles politiques depuis la destitution en août 2015 du Premier ministre Domingos Simoes Pereira par le président Vaz. En République démocratique du Congo, la part des ménages dans la scolarisation des enfants est estimée par l'UNICEF à près de 77% des dépenses totales d'éducation. Septembre est un mois de tous les défis pour les parents, souvent obligés de retarder de quelques jours le retour à l'école de leur progéniture. Reportage. Une rue étrangement calme. Quelques jours après la rentrée des classes, cette école de Kinshasa tourne à effectif réduit. Comme chaque année, beaucoup d'élèves ne reprendront le chemin de l'école que lorsque leurs parents pourront régler les frais de scolarité. 2 garçons et une fille. J'ai 2 garçons et une fille. En ce moment, ils ne peuvent pas se rendre à l'école. Je n'ai pas de moyens, aucune possibilité. Je n'ai même pas pu acheter l'uniforme, pas même un simple crayon. Je n'ai rien acheté, je n'y arrive pas. Mes enfants sont là à jouer pendant que d'autres enfants sont à l'école. Je ne peux même pas les inscrire dans une école publique. La Constitution congolaise garantit la gratuité de l'enseignement primaire. Mais au début des années 90, l'État est au bord de la faillite, incapable de payer les professeurs. Pour sauver l'école, l'Église catholique invite alors les parents à contribuer au salaire des enseignants. Cette pratique s'est étendue au secteur public et elle perdure. Le gouvernement a pris en charge les paiements dans certaines écoles de salaire des enseignants. C'est vrai que nous n'avons pas encore réussi à payer tous les enseignants, mais au moins là, dans beaucoup d'écoles, nous payons le salaire de l'enseignant. Avec la crise économique actuelle, des milliers d'enfants sont pénalisés en République démocratique du Congo, pays parmi les plus pauvres au monde. La situation s'est un peu dégradée de plus. L'année passée, comme nous sommes au 3e jour, ce serait déjà l'afflux. Ce serait plein. Mais cette année, en tout cas... Selon un récent rapport des Nations Unies, il faudra encore plusieurs dizaines d'années avant que tous les petits Congolais puissent enfin aller à l'école. Au
moins 25 personnes ont été tuées hier samedi et 70 autres blessées, dont de nombreuses grièvement, dans un énorme incendie au Bangladesh. L'incendie a été provoqué par l'explosion d'une chaudière dans une usine d'emballage au Bangladesh. Le drame frappe au moment où les familles se préparent à célébrer l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice. Image et son. Des toitures qui fument, des corps entassés, des cris de désolation. Le bilan de l'incendie s'est alourdi à 25 morts, a déclaré un médecin de l'hôpital public de Tongji. Une centaine d'ouvriers travaillaient au moment de la déflagration dans ce bâtiment de 4 étages de Tongji, une ville industrielle à quelques kilomètres au nord de Dakar, la capitale bangladaise. Des policiers ont dit craindre que des victimes soient toujours piégées à l'intérieur de l'usine qui fabrique notamment des emballages plastiques de produits alimentaires pour des clients locaux et étrangers comme British American Tobacco au Bangladesh et Nestlé Bangladesh, selon le site internet de l'entreprise. Une commission d'enquête a été mise en place par le département des inspections industrielles, a déclaré le chef de ce service. Faute de normes de sécurité correctement respectées, accidents et incendies sont fréquents au Bangladesh, deuxième exportateur de produits textiles au monde après la Chine. Un incendie dans l'usine de Tazreen à Dakar, non loin de Tongji, en 2012, avait tué 111 salariés, nombre d'entre eux n'ayant pu s'échapper faute d'issue de secours. 6 mois plus tard, plus de 1100 personnes avaient trouvé la mort lors de l'effondrement du complexe textile du Rana Plaza de Sava, un faubourg de Dakar, une catastrophe qui avait mis à jour les conditions de sécurité effroyables au Bangladesh. L'embargo commercial et financier américain contre Cuba a coûté à l'économie de ce pays 4,68 milliards de dollars entre avril 2015 et mars 2016. Malgré le rapprochement engagé par les deux pays à fin 2014, l'annonce a été faite vendredi dernier par le gouvernement cubain. Les détails. L'embargo est la cause principale des problèmes de notre économie, de son développement. Aucun secteur n'est épargné des conséquences de l'embargo, a déclaré devant la presse le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. Dans leur instauration en 1962, ces restrictions ont coûté à l'île caribéenne un total de 125,8 milliards en dollars constants, a indiqué le ministre, dont le pays présentera le 26 octobre une nouvelle résolution contre cette mesure lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Entre avril 2015 et mars 2016, les dommages économiques directs provoqués par le blocus à Cuba ont atteint pas moins de 4,68 milliards de dollars selon les taux actuels. 4.680 millones de dólares a precios corrientes, perdón. Cuba réclame la levée sans condition de l'embargo que le président Barack Obama a assoupli en partie. Mais son administration a échoué à le faire lever par le Congrès, dominé par la majorité républicaine. Je pense que le gouvernement des États-Unis pourrait agir de manière plus décidée et directe pour résoudre certains aspects du blocus liés au commerce, à l'investissement et à des dizaines d'autres aspects sans avoir à passer par le Congrès. Chaque année depuis 1992, une large majorité vote en faveur de cette résolution à l'exception des États-Unis et de ses proches alliés comme Israël. En 2013, Cuba avait reçu un soutien record de 191 des 193 pays membres des Nations Unies. 21 mois sont déjà passés, près de 2 ans depuis que le président Barack Obama a qualifié l'embargo d'obsolète. Mais jusqu'à présent, il est maintenu dans toute sa dimension, a regretté Bruno Rodriguez. Les mesures prises par la Maison-Blanche pour alléger l'embargo ont été limitées dans leur portée, a-t-il ajouté, regrettant notamment que la promesse du président américain d'assouplir l'utilisation du dollar dans les transactions internationales d'entités cubaines et sur les opérations bancaires de Cuba aux États-Unis ne soit pas encore matérialisée. La Havane réclame aussi la restitution de la base de Guantanamo, occupée par les États-Unis depuis 1903, et l'abandon des lois migratoires ad hoc qui encouragent les Cubains à émigrer illégalement. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à toutes et à tous. À bientôt.